L'autre jour, je terminais le dernier livre d'Amin Maalouf, intitulé « Nos frères ennemis ». Et je vais immédiatement crever l'abcès. Ce livre n'est vraiment pas très bien. Que ce soit l'histoire elle-même, les personnages ou encore le style, je me suis forcée à le terminer, car j'espérais néanmoins une bonne surprise à un moment donné. Mais plus le livre avançait, plus j'étais atterrée et presque apeurée. Étais-je vraiment en train de lire un Maalouf, l'un de mes auteurs préférés, parmi ceux qui m'ont redonné le goût de la lecture à un moment où je ne lisais plus du tout? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce livre me tombe littéralement des mains et que je peine à en voir le bout alors que j'ai dévoré d'autres livres du même auteur? Souvent, les auteurs ont un genre de prédilection et un style reconnaissable, des univers, des thématiques familières. Est-ce que tout cela forme une sorte de prison métaphorique pour l'écrivain, ou est-ce que cette reconnaissance est une inévitable expression de leur talent? Bienvenue sur Hiatus, le podcast qui vous offre une pause littéraire dans votre quotidien, préparé, monté et animé par moi-même. Qu'est-ce qu'on lit? Vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne YouTube du même nom. À chaque épisode, un livre lu récemment sera le point de départ d'une réflexion plus globale, touchant à la littérature mais pas seulement, et surtout sans snobisme, sans élitisme. Vous pouvez dès à présent retrouver les premiers épisodes sur YouTube ou sur Spotify et sur toutes les autres plateformes de podcast. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez aimé Nos frères ennemis, comme beaucoup de gens dont j'ai lu les chroniques sur Babelio, j'en suis très contente. Mon expérience de lecture n'est pas une vérité générale, et je vous invite à vous faire votre propre avis sur ce livre, ainsi que sur les autres livres que je vais citer. Ce livre a été pour moi le point de départ d'une réflexion sur ces notions de style, de genre, de reconnaissance de l'écrivain, pas au sens de reconnaissance publique, mais de sa reconnaissabilité, si vous me permettez le néologisme, ce qui fait qu'on reconnaît un écrivain à son texte. Amin Maalouf est un écrivain prolifique, très apprécié. Il est d'origine libanaise, il a vécu en Égypte et au Liban jusqu'à la guerre civile qui frappe le pays en 1975. En 1976, il s'exile en France avec sa famille, sa femme et ses 3 enfants, pour fuir ce conflit. Son premier livre est un essai, Les croisades vues par les Arabes. Un livre d'une rare érudition et finesse qui, pour la première fois en France, donne accès à un renversement d'une histoire qu'on nous a toujours racontée. Comment les populations du Proche-Orient ont-elles vécu les guerres des croisés, les pillages et les massacres? Cet essai rencontre un franc succès et ouvre la voie à sa carrière littéraire à laquelle il se consacre entièrement. Car Amin Maalouf est essentiellement connu pour ses romans historiques, tels Léon l'Africain, retraçant la vie d'Hassan el-Ouazan, et son chef-d'œuvre, Samarcande, qui nous emmène sur les traces du fameux poète Omar Khayyam et du destin de son manuscrit de sonnets perdus, en passant par la secte des assassins jusqu'au naufrage du Titanic. Je vais vous citer encore Les Jardins de Lumière sur la vie de Mani, à qui l'on doit le manichéisme, certes grossièrement déformé et dévoyé dans la définition qu'a ce mot aujourd'hui pour nous, ou encore Le Rocher de Tanios, où l'on suit l'assassin d'un patriarche libanais réfugié à Chypre. Ces romans ont de nombreux points communs. Ils s'inscrivent dans un contexte historique et font vivre des personnages ayant vraiment existé, reconstituant des lieux et des époques anciennes dans un univers fictionnel magnifiquement bien mis en place. Et si j'ai commencé cet épisode en vous disant que son dernier livre, selon moi, n'est pas une réussite, aucun doute là-dessus. Je trouve qu'Amin Maalouf est un très grand écrivain, que sa renommée est tout à fait justifiée, et je ne saurais trop vous conseiller de découvrir son œuvre. Cet avis sur son dernier livre, je le partage d'ailleurs avec Sarah de The Arabic Novel, dont je vous mettrai le lien sur YouTube et que je vous invite à découvrir si vous écoutez sur une plateforme de podcast. Dans sa vidéo, Sarah porte à notre attention une étude sur Amin Maalouf particulièrement intéressante, de Madame Najwa Assad, intitulée « Une mutation linguistique, le cas d'Amin Maalouf ». La chercheuse y explique que, dans ses romans, surtout ses premiers, Amin Maalouf fait de la littérature arabe, mais en français. Pour elle, cette transcription de l'arabe, et pas seulement de la langue, mais vraiment de cette manière de raconter les histoires vers le français, confère à son texte son unicité, sa grande poésie, et ce style unique qu'a Maalouf.
Amin Maalouf est un écrivain à part. Son style est au carrefour de ses différentes identités, ce qui le rend si riche et surtout si novateur pour le lectorat français. Il a développé ce style vraiment très particulier qu'on retrouve dans ses différents ouvrages, jusque dans ses essais, que l'on lit avec la fluidité de la fiction, sans lourdeur, sans la complexité ou l'ennui que l'on peut parfois ressentir face à de la non-fiction. Pourtant, ce style, on n'en trouve aucune trace dans son dernier livre. Je vous lis un extrait issu de Samarcande, un de ces anciens romans dont je vous parlais. On dirait qu'ils cherchent à se déchirer, à s'étouffer, à s'anéantir. Leurs mains s'affolent, leurs vêtements s'éparpillent. Incomparable nuit d'amour que celle de deux corps incendiés par des larmes brûlantes. Le feu se propage, les enveloppe, les enroule, les enivre, les enflamme, les fusionne peau contre peau jusqu'au bout du plaisir. Sur la table, un sablier s'écoule, goutte à goutte. Le feu s'apaise, vacille, s'éteint. Un sourire essoufflé s'attarde. Longuement, il se respire. Et maintenant, je vous lis un extrait de Nos frères inattendus, son dernier roman. Relevant le store, je constatai que la tempête s'était calmée. Un beau soleil séchait déjà les feuilles et les brins d'herbe. Sur une roche noire, au bout de mon jardin, s'était posée une mouette. Elle se tourna vers moi, nos regards se croisèrent, et elle ne bougea pas. Il est vrai que j'étais loin. Se pourrait-il que la fraîcheur de l'air soit si mensongère ? Se pourrait-il qu'au-delà de cette étendue bleue, ce soit déjà l'horreur ? Pourtant, je fis glisser la porte vitrée et respirai l'air du large. Je m'étirai des quatre fers et ma mouette s'envola dignement avec un ricanement de reproche. En tant que lecteur, ne pas retrouver le style d'un auteur peut être déroutant. C'est presque la première chose qu'on cherche, même inconsciemment. Est-ce que, d'ailleurs, le style d'un auteur ne serait pas la consécration de son œuvre, de son talent ? Savoir, en lisant un extrait, que c'est du Proust, du Ernaud, du Tolkien, du Khalil Gibran. Car, oui, c'est non seulement un repère auquel on s'attend, mais aussi que l'on recherche activement. Le style d'un auteur est son marqueur parmi la foule des écrivains et des livres existants. Marqueur d'une époque, ou justement d'une rupture avec une époque, d'un regard, d'une sensibilité, d'un rapport au langage, qu'elle soit abnégation ou résistance. C'est exactement la même chose avec les autres arts. Quand Adèle a annoncé la sortie de son nouvel album et qu'on a pu l'écouter, les avis ont été unanimes. C'est bien un album d'Adèle, magnifique, envoûtant, puissant. On a retrouvé son style, sa voix, sa patte, à une chanson près qui a su magnifier l'album et apporter quelque chose d'entièrement nouveau. Car ce style, cet univers qui lui est propre, a aussi été l'occasion pour certains de dire « Oui, rien de nouveau, c'est un peu la même chose que les albums précédents. C'est attendu, convenu. » Si Adèle avait produit un album entièrement différent, il aurait tant déstabilisé que beaucoup de ses fans de la première heure n'auraient pas aimé. En sortant un album dans le même style que les précédents, on lui reproche de ne pas se renouveler. C'est à ne plus savoir où donner de la tête et que faire. Ceci dit, je trouve qu'il y a une question intéressante. Un écrivain qui peaufine et qui parfait son style ne se retrouve-t-il pas enfermé par lui ? Le talent de l'écrivain ne se manifeste-t-il pas dans sa capacité à en changer encore et encore ? Prenons Roberto Bolaño, un auteur chilien cher à mon cœur. Il est connu pour ses romans pavés aux histoires qui sont comme des labyrinthes, toujours à déstabiliser le lecteur, à passer d'un personnage à l'autre, à voyager entre différents lieux et temporalités. Son chef-d'œuvre est, à mon sens, Les Détectives sauvages, qui m'avait été chaudement recommandé par un ami que je remercie de cette découverte. La partie la plus conséquente du roman est un enchaînement de chapitres, chacun du point de vue d'un personnage. Et le style de chaque chapitre s'adapte à ce personnage. Au début, c'est très déroutant et puis, petit à petit, cela devient comme un jeu de détective pour le lecteur et un bonheur de reconnaître les voix des personnages, de reconstituer nous-mêmes cette mosaïque humaine unique. Imaginez que chaque personnage est un instrument et pour nous, lecteurs, nous pouvons entendre l'orchestre dans son ensemble. Extrait des Détectives sauvages. Un jour, je lui ai demandé où est-ce qu'il était allé. Il m'a dit qu'il avait suivi un fleuve qui relie le Mexique à l'Amérique centrale. Que je sache, ce fleuve n'existe pas. Il m'a dit pourtant qu'il avait suivi ce fleuve et qu'il pouvait dire maintenant qu'il connaissait tous ses méandres et affluents. Un fleuve d'arbres ou un fleuve de sable ou un fleuve d'arbres qui par endroits se transformait en un fleuve de sable. Un flux
constant de gens sans travail, de pauvres et de crève-la-faim, de drogue et de douleur. Un fleuve de nuages sur lequel il avait navigué pendant 12 mois et sur le cours duquel il avait trouvé d'innombrables îles et peuples, même si toutes les îles n'étaient pas peuplées, et où parfois il a cru qu'il allait rester vivre pour toujours, ou qu'il allait mourir. De toutes les îles visitées, 2 étaient prodigieuses. L'île du passé, a-t-il dit, où n'existait que le temps passé, et dont les habitants s'ennuyaient et étaient raisonnablement heureux, mais où le poids de l'illusion était tel que l'île s'enfonçait chaque jour un peu plus dans le fleuve. Et l'île du futur, où le seul temps qui existait était le futur, et dont les habitants étaient rêveurs et agressifs, si agressifs, a dit Ulysses, qu'ils finiraient probablement par se bouffer les uns les autres. Paul Valéry avait une phrase que je trouve formidable. L'auteur n'a pas l'intention de dire, mais de faire. Il fait, fabrique, crée à partir des mots. Et ce travail de la langue dit quelque chose. C'est lui qui crée le sens. Le talent de Bolaño est indéniable, mais c'est ainsi qu'il a pensé son œuvre. Il a accompli ce qu'il cherchait à faire, à reconstituer une fresque humaine dans un seul livre, avec énormément de voix différentes. Mais certains auteurs ont un style si marqué qui leur est propre, qu'il est indissociable d'eux, comme Huysmans par exemple. Pour reprendre le parallèle avec la musique, on va considérer que certaines musiques sont commerciales, pour les dénigrer, les mettre dans un fourre-tout où leur succès est fatalement une preuve de leur manque d'originalité et de qualité, sans leur accorder le bénéfice d'une recherche, d'un travail. Mais aussi, le terme commercial leur nie l'appartenance à un genre musical précis. Dans le même sens, une critique courante en littérature est de considérer que certains écrivains ont une écriture dite blanche. Cela veut dire qu'ils n'ont pas de style. Si on cherche à comprendre ce qu'il y a derrière cette notion d'écriture blanche, cela signifie une écriture accessible à tous. Je n'aurais qu'à me mettre à ma table d'écriture et voilà, je pourrais écrire la même chose. J'ai beaucoup entendu l'argument de l'écriture blanche pour parler du style de Karl Ove Knausgaard, un écrivain norvégien qui a écrit un cycle autobiographique en 6 tomes appelé Mon combat. Je trouve que c'est complètement passé à côté de ses prouesses. Déjà, tout son texte, du 1er au 5e tome, se répond. Et il est le maître pour passer d'une impression ou d'une réflexion à un souvenir, à une scène de vie. On va dire que son écriture est blanche car il restitue sa vie avec une sincérité déroutante. Il ne va pas simplement écrire qu'il prend la voiture, mais qu'il ouvre la portière, qu'il s'installe, qu'il met la ceinture, qu'il démarre, etc., avec énormément de détails. Et cette aptitude à décrire des gestes simples, des moments de vie dans lesquels on peut tous se reconnaître, sans jamais ennuyer le lecteur, est d'une difficulté qu'on ne soupçonne pas. Extrait de La mort d'un père. Je la regardais tout le temps, sans l'observer ni l'examiner. Il ne s'agissait pas de cela, non, mais d'un coup d'œil par-ci, par-là. C'était suffisant. L'espoir revenait chaque fois que je la voyais. Et c'est en plein milieu de cette tempête intérieure qu'arriva le printemps. Peu de choses sont plus difficiles à imaginer que la métamorphose en quelques mois d'un paysage froid, engourdi de neige, inanimé et si intrinsèquement silencieux, en un site vert, luxuriant et chaud, vibrant de toutes sortes de vie, depuis les oiseaux qui volent et chantent dans les arbres, jusqu'aux nuées d'insectes en suspens, ça et là. Rien dans le paysage hivernal n'annonce le parfum de bruyère et de mousse chauffée au soleil, les arbres gorgés de sève et les lacs libérés qui le rempliront à la belle saison. J'irai même plus loin. C'est parce que son écriture a l'air si simple par moments, qu'elle n'est pas difficile d'accès, qu'elle témoigne d'un incroyable talent et travail. Et c'est pourquoi beaucoup de lecteurs ont été un peu déçus avec son nouveau cycle romanesque qui s'intitule Saison, où il va décrire des motifs autour de lui, un peu comme Pérec dans les choses. Ils n'ont pas retrouvé la patte Karl Ove Knausgaard qui les avait fait vibrer, bien que le style était là, reconnaissable. Je ne parlerai pas ici des écrivains qui ont écrit des pastiches, qui ont cherché, pour différentes raisons, à changer leur style, à être méconnaissables. Qu'il s'agisse de Romain Gary et de son double Émile Ajar, ou encore Boris Vian et Vernon Sullivan, l'intention ici est délibérée de modifier le style, le genre de ses écrits, d'être méconnaissable. Ce n'est pas ici l'objet de l'épisode. Il y a donc, pour les écrivains vivants particulièrement, un attendu conscient ou inconscient d'un genre qu'on leur associe. Pourtant, de nombreux écrivains ont excellé dans des genres très divers, à commencer par, pour ne pas les citer, Victor Hugo ou encore Albert Camus.
ou encore plus récemment à Marine Diaye, qui est la première personne à avoir vu sa pièce de théâtre entrer au répertoire de la comédie française de son vivant, et qui écrit aussi des romans tous très différents, qui peuvent frôler avec le thriller ou qui sont plus traditionnels. Pierre Lemaitre a commencé en écrivant des polars, ou encore Betty Piccioli, qui jongle tout naturellement entre science-fiction, fantasy, dystopie, young adulte, roman féministe, etc. Mais il peut être difficile pour certains auteurs de changer, si leur lectorat est habitué et recherche ce genre. Alors oui, on pourrait se dire, peu importe le genre, tant que le livre est bon, je lirai de manière indifférente du théâtre, de la science-fiction, de l'essai. Mais ce serait un peu râler pâquerette, car tout le monde n'aime pas lire de manière égale et indifférenciée tous les genres littéraires. Non seulement ça, mais en plus, écrire un roman de fiction ou une pièce de théâtre ne requiert pas du tout les mêmes aptitudes, ni la même manière de penser le texte. Écrire du théâtre nécessite d'imaginer une mise en scène, des comédiens incarnant le texte, et une dynamique tout à fait différente de celle du roman. C'est pour cela que je suis impressionnée par la bibliographie d'Amin Maalouf, car il a commencé avec un essai, s'est révélé avec le roman historique à sa propre sauce. Il a presque recréé un genre, ou alors il l'a sublimé et porté plus haut que n'importe qui selon moi. Il a aussi écrit un autre livre, L'impératrice Béatrice, qui est un roman d'anticipation. Alors, pourquoi critiquer son dernier livre ? Depuis le début de l'épisode, je vous en parle sans vous en parler. Il est donc temps. Le personnage principal de Nos frères ennemis est Alec, un dessinateur qui est clairement le double de Maalouf. Pourquoi ? Car Alec est un personnage qui s'est volontairement reclus du monde. Il est l'un des seuls 2 habitants d'une île, où il consacre sa vie solitaire au dessin, loin du tumulte du monde. Pour information, chaque année, Amin Maalouf s'isole lui-même pendant 6 mois au moins sur une île, Malte ou Chypre, pour écrire. Revenons à Alec. Coupé du monde, oui, mais il a tout de même une radio qui le tient informé. Et le monde est dans une situation très critique, avec une crise géopolitique imminente venue de groupes terroristes du Caucase qui se sont emparés de missiles nucléaires et menacent d'en faire usage. Le monde entier est tendu, ne sachant pas de quoi demain sera fait. Et un matin, Alex se réveille et les communications sont brouillées. Plus de signal radio. Il ne peut plus téléphoner. Il est dans le flou total. Que s'est-il passé ? Cette situation d'angoisse est en réalité difficilement palpable car le personnage est en marge de la société. Ce conflit mondial ne semble pas directement le concerner. Il n'est au courant de rien. Il va donc se rapprocher de la seule autre habitante de l'île, une autrice qui a publié un livre à succès et qui n'a rien écrit depuis. Et l'on découvre via Alec qui est à l'origine du brouillage mondial des communications. Et l'on va de révélation en révélation sur ses frères ennemis. Et petit aparté, je viens de me rendre compte que le titre du livre est « Nos frères inattendus » et pas du tout « Nos frères ennemis ». Je ne sais pas comment j'ai pu faire une telle méprise alors que le livre est juste sous mes yeux. Les salauds, les fous, ils ont osé faire ça. Car à l'instant où j'écris ces lignes, j'ai des raisons de croire qu'une tragédie vient de se produire. Non pas une calamité naturelle, mais une apocalypse brutale façonnée de mains d'hommes. Le cafouillage ultime de notre espèce, qui conclura nos quelques milliers d'années d'histoire. Alors je ne rentrerai pas dans les détails du livre pour ne pas vous dévoiler toute l'intrigue. Et puis, j'ai en tête de faire un jour une vidéo spécifique sur Amin Maalouf. Ici, je veux m'intéresser spécifiquement au genre de Nos frères inattendus. Au cours d'interviews, des chroniqueurs parlent de ce livre comme d'une fable philosophique. Mais Maalouf dit bien qu'il s'agit d'un roman. Un roman qui flirte avec le roman d'anticipation, voire carrément la science-fiction. Bien que Maalouf soit catégorique là-dessus. Il ne s'agit pas de science-fiction. Bon, je veux bien le croire sur parole, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui s'en rapprochent, sans qu'on y soit pleinement. Les codes sont effleurés sans jamais être assumés. En fait, tout est un peu grossier, cousu de fil blanc. Pour vous donner un exemple, le meilleur ami d'Alec est, comme c'est pratique, le plus proche conseiller direct du président des États-Unis d'Amérique. Bon, ça facilite grandement la compréhension directe de ce qui se passe dans ce conflit géopolitique mondial. L'écriture et l'histoire sont tellement en dessous de la qualité de ces anciens livres que je m'interroge. Car il a tenté quelque chose de nouveau, bien que, selon moi, la réalisation soit inaboutie. Il me semble qu'un autre genre aurait bien mieux servi l'ouvrage, soit assumer pleinement l'essai, soit assumer la science-fiction plutôt que de proposer un genre entre deux.
Mais peut-être que Malouf considère qu'il a fait le tour des livres historiques, que c'est une transition et qu'il veut aller vers des livres plus engagés sur l'état du monde actuel, sans nécessairement écrire des essais. Et le livre a reçu de nombreuses critiques positives, j'en suis heureuse pour lui. En définitive, je ne suis pas tant déçue du fait qu'il sorte des sentiers du genre pour lequel je l'affectionne tout particulièrement, celui du roman historique, que de la qualité de l'œuvre qu'il nous propose. Ce livre a quelque chose de trop scolaire, de trop attendu, pas assez construit, avec d'incroyables longueurs et surtout des personnages clichés. Et alors que j'ai vibré avec son Omar Khayyam, qu'est-ce que je me suis ennuyée avec cet Alec. En définitive, qu'un écrivain cherche à jouer sur son style, avec les genres, voilà qui repousse les limites de la littérature et je ne peux qu'admirer celles et ceux qui le font. Mais pour ces quelques livres pépites, qui inventent des nouveaux genres, qui en repoussent les frontières, combien sont, sinon des échecs, du moins des livres bof? Et est-ce que ces livres bof n'ouvrent pas la voie à d'autres qui, eux, marqueront de leur empreinte les possibilités infinies de la littérature? Un genre ou un style trop éprouvé peut devenir pour un écrivain sa prison dorée. Et son lectorat peut l'attendre spécifiquement là-dessus. Et s'il ne retrouve pas son style et ses livres spécifiques, il pourra être déçu. Pourtant, l'exploration est signe de créativité, de renouveau, de talent. Être en capacité d'écrire dans tous les genres, de faire évoluer son style, n'est-ce pas là aussi l'essence de l'écrivain? Et si ce livre d'Amin Maalouf, pour moi en tout cas, ne restera pas dans ma mémoire, peut-être pourra-t-il rassurer et motiver des écrivains en herbe ou des écrivains bien établis, qui souhaitent explorer d'autres genres, en tordre certains, ou hésitent encore sur un changement radical de style. Je ne peux que vous encourager à découvrir l'œuvre remarquable d'Amin Maalouf et ses nombreux livres dans lesquels vous trouverez forcément votre bonheur. Et peut-être d'autres livres qui ne feront pas votre bonheur. J'espère que cet épisode vous a plu. Hiatus est un podcast à fréquence aléatoire pour découvrir des livres et réfléchir ensemble. Si vous ne les avez pas encore découverts, les épisodes précédents sont déjà disponibles ainsi que de nombreuses vidéos sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre écoute et à très bientôt.